Nous revenons sur le plateau d'Actu Sud avec Angelo Aromaya qui nous accompagne aujourd'hui. Il est journaliste béninois, il dirige un groupe de communication Réussir l'Afrique. Il est également souvent chargé de missions de communication auprès du président de la République du Bénin. Angelo Aromaya, dites-nous, est-ce qu'il existe aujourd'hui une opposition au Bénin? Il existe une opposition au Bénin. Si je m'en tiens à ce clivage sur un certain nombre de thèmes d'actualité qu'on a vu tout récemment, même au cours de la dernière élection municipale. Si je vois les divergences de points sur un certain nombre de sujets par rapport à une partie de la classe politique vis-à-vis de l'équipe dirigeante, je dis il y a bel et bien des gens qui s'opposent à l'action gouvernementale au Bénin. Il y a une opposition qui s'exerce au Bénin. Donc je pourrais vous répondre. Je peux vous répondre par l'affirmative. Mais dans la plupart des pays, une opposition, elle a un statut. Est-ce que l'opposition béninoise a un statut? Oh, si vous dites par la plupart des pays, je ne suis pas entièrement d'accord. Mais je pourrais dire que le Bénin a quand même fait une avancée significative dans ce pays, dans ce domaine, je veux dire. Parce que depuis, enfin mes souvenirs ne sont pas exacts dessus, mais il y a 3-4 ans en arrière, le pays a voté une loi sur le statut de l'opposition. Donc, il existe une loi sur le statut de l'opposition. Vous l'avez bien dit, il y a quelques années en arrière, il y a une loi qui a été votée, mais la loi n'est jamais entrée en application. Pourquoi la loi n'est pas entrée en application? Mais pourquoi la loi n'est pas entrée en application? La loi est votée. Quand une loi est votée... Elle n'a pas été promulguée. La loi est promulguée, je vous l'apprends. Mais il revient aux acteurs qui sont concernés par cette loi de s'en saisir et de se réclamer de cette prérogative. Donc c'est une loi qui existe et je sais, mes souvenirs sont très bons dessus, oui. C'est une loi qui a été promulguée. Est-ce que le décret d'application a été pris par le président de la République? Ah oui, il y a un décret d'application qui est en attente, ça vous pouvez le dire. Le décret d'application est encore en attente? Oui, pourquoi? Mais vous savez, la loi a été votée il y a 4 ans ou 5 ans, je vous assure, mes souvenirs ne sont pas exacts dessus, mais la loi a été votée bien avant l'arrivée du régime actuel. C'est-à-dire, pour la plupart du temps, ceux qui animent l'opposition aujourd'hui sont eux qui étaient au pouvoir, aux affaires, quand cette loi a été votée. Sans doute, ils ne se sont pas pressés pour prendre le décret d'application. Bon, quelques-uns aujourd'hui sont dans la position contraire, ils ont besoin de ce décret d'application. Mais pour l'essentiel, le décret d'application n'empêche pas les gens d'exercer leur position. Parce que le décret d'application de la loi, pour l'essentiel, c'est de fixer les régimes des avantages qu'aura le chef de l'opposition. Donc, globalement, c'est les avantages matériels. Est-ce que vous allez conditionner les avantages matériels à l'exercice d'une conviction, tout simplement? Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important. Mais je crois qu'il existe une loi qui a une valeur très forte. La loi est au-dessus de tout. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand même, l'opposition a les moyens quand même de s'affirmer et d'être protégée dans ce pays. C'est vrai qu'il faut ce décret d'application pour régler un certain nombre de conditions matérielles pour le chef de l'opposition. Mais je crois que si quelqu'un veut assumer courageusement ses convictions, il peut le faire. Il n'a pas besoin forcément à l'absolu d'attendre ces conditions matérielles avant de s'engager, avant d'affirmer ses convictions, parce qu'il existe une loi en la matière qui protège l'opposition. Avec votre permission, je vais faire un petit retour en arrière pour parler de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Mais cette élection a laissé droit à un certain nombre de comportements. Je veux parler surtout de certains députés qui étaient présents, mais qui ont laissé des procurations. Comment est-ce que vous voyez ce comportement-là? Des députés qui étaient présents... Qui étaient présents le jour du vote du bureau de l'Assemblée. Et ces députés-là ont senti le besoin de signer des procurations pour que d'autres personnes votent en lieu et place. Il me semble que ce qui s'est passé, parce que j'ai suivi un peu cette élection, il y a un certain nombre de députés qui, le jour de l'élection du bureau, étaient présents dans l'hémicycle. Ils étaient là, mais après, ils se sont absentés. Ils n'étaient pas là lors du vote.
Vous voyez, parce que raisonnablement, vous ne pouvez pas être dans la salle et à la fois donner procuration. Ils étaient sur les lieux, ils étaient ils étaient pas de l'hémicycle, ils étaient même ils n'étaient pas dans la salle pour le vote, ils n'étaient pas dans la salle de la plénière. Donc, c'est que physiquement, ils n'étaient pas sur le lieu du vote. Mais ceci dit, je vois où est-ce que vous voulez en venir. Oui, c'est peut-être, si vous n'avez pas envie de l'aborder, je l'aborde volontiers. C'est vrai que cette question de procuration pose la problématique d'une certaine sincérité, de l'engagement de la classe politique. Vous savez que dans nos pays, on n'a pas des clivages gauche-droite. On sait que les gens sont marqués très clairement par rapport à leurs convictions, par rapport à leur camp politique. Si vous voyez, on a déjà vu plusieurs fois par le passé des gens qui appartiennent à certaines mouvances, qui appartiennent à un camp donné, faites de la transhumance. Vous savez ce qu'on a appelé la transhumance dans nos pays. Bien entendu. Donc, peut-être, cela a amené des gens à prendre des précautions supplémentaires. Et dans le cas d'espèce, je vais vous donner la précision, c'est que la mouvance au pouvoir voulait une certaine majorité à l'Assemblée et il fallait avoir nécessairement le vote d'un certain nombre de députés qui n'étaient pas élus sur la liste de la FCBE. Et par conséquent, ne leur faisant pas confiance, on a été obligé d'exiger d'eux des procurations. Exiger d'eux, c'est à eux de leur répondre. Mais s'ils ont donné des procurations, c'est qu'ils ont voulu donner des procurations. C'est une pratique démocratique, ça. Mais pour autant, je crois que la loi n'a jamais refusé la question des procurations. Je vous ai dit... Mais c'est des procurations un peu fantaisistes. Ce n'est pas que ces députés-là sont invalides ou bien ils ont des raisons réelles de ne pas être là le jour-là, parce qu'on ne leur fait pas confiance. Oui, Monsieur Boton, vous et moi, est-ce qu'on peut en juger de l'état d'esprit de ces députés en ce moment, des conditions réelles qui ont fait qu'ils ont donné des procurations? Mais vu le nombre, pour finir dessus, c'est qu'ils ont donné des procurations. Et moi, volontiers, j'ai abordé avec vous cette problématique de confiance. Mais pour autant que la loi n'a pas refusé aux gens de donner des procurations, s'ils l'ont donné et que ça permet à un certain camp d'assurer la sincérité du vote, je ne vois pas où est le problème. Ce qui serait antidémocratique, à mon avis, c'est que des gens soient dans une mouvance donnée et que parce qu'il y a des votes, qu'ils fassent le contraire de ce qu'ils auraient fait par rapport à leur camp politique. Et si certains s'assurent cela, pas la question des procurations, c'est une question, je n'ai pas peur de l'aborder. Mais ça pose la problématique de la transhumance, de la sincérité, des convictions politiques dans nos pays. Et je crois que le fait d'avoir des procurations, ce n'est pas ça qui est antidémocratique, mais le fait d'être élu sous la bannière d'une couleur politique donnée, de dire appartenir à une mouvance donnée, et que dans le même temps, vous faites de la transhumance, je crois que cela est beaucoup plus antidémocratique que tout le reste. Restons toujours à l'Assemblée nationale et parlons maintenant du G13 qui est né, c'est-à-dire ces députés qui soutenaient l'action du président de la République, qui se sont démarqués. Pour vous, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cette démarcation-là? Les raisons, objectivement, les raisons qui ont été évoquées pour la plupart du temps... Raisons officielles? Pas officielles, parce qu'on est des acteurs de médias. Les raisons que je peux rapporter ici, c'est que c'est des gens qui demandaient un certain nombre de choses, qui n'ont pas obtenu tout de suite. Quoi, par exemple? Écoutez, je ne saurais être exhaustif dessus. Je ne suis pas associé. Deux exemples. Non, je ne suis pas associé à tout ce qui, à toutes les. Vous êtes un homme de médias, vous faites de l'investigation, à toutes les conversations qui se mènent dans les allées des sectes politiques. Oui. Mais je sais que derrière ces conditions, c'est quoi? Quand on vous parle d'avoir accès à un certain nombre de parcelles de pouvoir, c'est à la fois des responsabilités, c'est à la fois des positionnements par rapport à un certain nombre de secteurs de la vie. Est-ce que vous voyez? Donc, il semble que ces gens-là avaient un certain nombre d'attentes et qui n'ont pas eu tout de suite, et ils ont porté une certaine fronde à l'action gouvernementale. Vous avez raison de dire que c'était des gens qui étaient dans la mouvance présidentielle. C'est ça, ce n'est pas beaucoup plus que ça. C'est lié à un certain nombre d'avantages matériels, d'un certain nombre de revendications, de parcelles de pouvoir que ces gens-là veulent. Est-ce qu'il était possible de leur faire en ce temps-là où ça n'a pas été fait?
écoutez, il faut aller savoir. Pour finir avec l'Assemblée nationale, on constate qu'il y a de plus en plus de remous dans cet hémicycle-là. Et on parle même de la destitution prochaine, éventuelle, du président actuel. Et est-ce que vous voyez la chose venir? Est-ce que vous voyez que effectivement on peut